à tous, bienvenue dans On a la solution, le magazine des bonnes initiatives. Agir en tant que citoyen, décider de l'avenir de votre ville, ça vous fait rêver? À Grande-Synthe, dans les Hauts-de-France, le maire redonne le pouvoir aux habitants. Grande-Synthe est une ville au carrefour de toutes les crises, migratoires, écologiques, économiques. Elle a donc décidé d'innover en devenant une ville modèle. Dès l'âge le plus tendre, les habitants sont formés à réinventer leur cité. C'est un moyen de faire entendre les jeunes au sein de la ville et faire comprendre qu'il n'y a pas que les adultes qui sont en capacité de monter des projets pour la ville. Et puis la mairie encourage les projets citoyens en y investissant un demi-million d'euros par an. Par exemple, Carole a imaginé une forêt entièrement comestible et la ville lui a donné les moyens de la réaliser. De l'autre côté, c'est du béton. Donc j'aimerais bien que les gens qui soient dans le béton, qui n'ont pas accès à un jardin, viennent ici apprendre à faire pousser des légumes dans à peu près tout et n'importe quoi. Enfin, Grande-Synthe mise aussi sur la solidarité. Je vous emmènerai à la maison du troc. Troquer pour éviter justement de jeter, de donner une deuxième vie. Ailleurs en France, d'autres initiatives locales. Une appli qui permet de donner en temps réel les dernières infos de la mairie et une autre où les citoyens peuvent signaler des problèmes qui se passent dans leur village. J'ai constaté que ce lampadaire ne fonctionnait pas, donc j'ai pris la photo. Je vais le localiser et puis sur l'appli de la ville, je vais leur signaler qu'il y a un défaut d'ampoule apparemment. Mais tout de suite, on part à Grande-Synthe, une ville modèle où les citoyens ont le pouvoir. Grande-Synthe a décidé de valoriser une citoyenneté active. Depuis 3 ans, la mairie a mis en place un budget participatif de 500 000 € dédié au projet des habitants. Florence et ses voisins souhaitaient entretenir le lien social dans leur quartier après la fermeture de leur école. Ils ont proposé et obtenu une aire de pique-nique pour continuer à se retrouver avec leurs enfants. Il y a plein de quartiers différents ici à Grande-Synthe, Oui. avec des habitants qui proposent des projets. Le maire accorde certains projets. Et puis ensuite, à partir de là, salut à partir de là, et du coup, les habitants de toute la ville votent, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc nous, à notre grande surprise, comme on est quand même un quartier assez excentré, on a été ravis de voir que beaucoup d'habitants de Grande-Synthe ont voté pour nous. Ce qui fait qu'on est arrivé, je crois, à quatrième sur 12. Voilà, sur les 12 au total, en fait, les 12 projets. Elles ont ainsi obtenu 60 000 €. C'est important d'être entendu, justement, et de pouvoir être acteur de sa ville, en fait. Bonne journée. Au revoir. Le maire de Grande-Synthe a souvent fait la une pour ses prises de position humanistes sur la question migratoire. Mais c'est avant tout un maire soucieux de redistribuer le pouvoir aux habitants. Et c'est quoi l'idée derrière tout ça, en fait? C'est que les habitants prennent en main leur propre destinée. Donc les projets, il y en a, ça c'est super. Ouais. Ensuite, il faut les travailler, il faut être un citoyen actif. Ouais. Est-ce que ça s'apprend ? Oui, alors déjà, ils sont très actifs. On a une vie associative extrêmement dense sur la ville. On a à peu près 300, 400 associations qui œuvrent. Donc les gens sont déjà très actifs sur la ville. Après, il faut et tout le travail de l'université populaire qui est derrière nous, c'est de rendre les habitants, d'émanciper les habitants. Parce qu'on vit dans un monde où quand même tous les médias vont dans le même sens, où on voit le monde, alors la fameuse croissance, la consommation, etc. Et nous, on leur dit attention, on est aux limites. Donc il faut qu'on sorte du système dans lequel on est. Et c'est toute la démarche de l'université populaire. Vous êtes un peu des rebelles, en fait. Pas des rebelles. Non, on donne une lecture du monde qui est différente de celle de la lecture commune. Rendre le pouvoir aux citoyens, ce n'est donc pas seulement financer leurs projets, c'est aussi les responsabiliser pour les préparer aux défis de demain. Vous faites partie de la ville en transition. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? L'idée, c'était de dire, si demain on a un blocus pétrolier, il n'y a plus de pétrole, qu'est-ce qu'on devient ? Et il y a du pétrole dans tout. Il y a du pétrole même dans les produits de maquillage, bien évidemment dans l'alimentation pour importer l'alimentation. Et du coup, quand on voit la politique sous ce prisme-là, ça nous oblige à se dire, bon allez, on va relocaliser la production agricole pour avoir être autonome en alimentation. On va se passer des produits pétroliers, comment on peut faire des cosmétiques, des produits d'entretien sans produits à base de pétrole. Et c'est vraiment quelque chose qui touche au quotidien et à tous les secteurs de la vie. Et pour ça, il faut que chaque habitant
s'emparent de ce dispositif. Je crois que dans la maison, actuellement, il y a un conseil de mini-citoyens, c'est ça? Oui, des conseils municipaux des jeunes. On va aller les voir, mais tout de suite, je vais vous montrer une application astucieuse. On part dans un petit village près d'Amiens où les habitants peuvent interpeller la mairie pour signaler un problème. Et pour ça, il suffit de sortir leur smartphone. Bienvenue à La Morlaix, rebaptisé Smart City. Comme dans toutes les villes, le smartphone, véritable compagnon digital, est roi. Mais en plus ici, la municipalité a lancé sa propre application. Démonstration. Alors, un petit souci ici. La vitre de cette boîte à lire est cassée. Je clique sur l'application My Mairie La Morlaix, je prends une photo, je m'identifie, un commentaire, le problème est géolocalisé automatiquement, j'appuie sur Envoi. C'est très très pratique à la fois pour la population qui peut comme ça signaler vraiment un problème d'éclairage, de nid de poule, de malpropreté, d'incivilité. Donc ça permet aux services techniques tout de suite d'avoir une remontée de ces incidents sur la ville et puis de pouvoir les traiter en les priorisant. Signaler certains dysfonctionnements, mais pas seulement. 12 fonctionnalités pour faciliter la vie. L'agenda culturel, les horaires de bus, payer sa cantine scolaire ou encore s'informer sur les 70 écuries et centres équestres de la ville. Donc, qui sont les entraîneurs? Est-ce qu'il y a des box à louer? Les centres hippiques et les adresses utiles? Bon, les entraîneurs à La Morlaix, voilà, si on en cherche, on a tout de suite accès à l'information. À La Morlaix, après l'opération Voisin Vigilant, le citoyen est de nouveau mis à contribution. Et ça marche. On compte une vingtaine de signalements par semaine. Ce matin, Patrick n'a pas hésité à sortir son smartphone. Le problème, c'est que en rentrant hier soir, j'ai constaté que ce lampadaire ne fonctionnait pas. Donc j'ai pris la photo, je vais le localiser, et puis sur l'appli de la ville, je vais leur signaler qu'il y a un défaut d'ampoule apparemment. Une application testée et approuvée, mais qui a encore besoin de se faire connaître. Comme tous les jeunes de maintenant, Facebook, Snap, Insta, après il y a les infos, etc. On regarde, on s'intéresse. Une application sur La Morlaix? Pas spécialement. Une question de temps. Aujourd'hui, 75% des Français utilisent un smartphone. Pour les autres, pas de panique. Un accueil physique ou téléphonique reste présent en mairie. De retour à Grande-Synthe, le maire, Damien Carême, m'emmène à la rencontre d'un conseil municipal pas comme les autres. D'être secouru avant un refus et de dire non à ses parents. D'accord. Ensuite, il n'y avait pas des interventions sur des scénettes à faire? Si? Non, Si, par rapport à ça, on va intervenir dans des maisons de quartier pour expliquer aux enfants qu'ils ont des droits. Dis donc, c'est studieux, hein? Bonjour. 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 Ça va? Très bien, et vous? Conseil municipal des jeunes. Comment ça marche? Ils sont élus parmi leurs pairs. Les enfants des collèges, en fait, se réunissent pour élire un conseil municipal qui représente les jeunes. Ils sont élus pour 2 ans. Et puis, ils travaillent. Alors, ils organisent eux-mêmes leur travail. Ils s'organisent en commission. Et ils remontent. On a un dialogue permanent. Et ils remontent des projets à la ville qu'on peut examiner en conseil municipal. On travaille la citoyenneté dès le plus jeune âge. Et donc, c'est déjà un pied dans la ville, dans les responsabilités, dans le collectif. C'est aussi important de redonner du sens au collectif dans notre société. Donc la maire, elle n'est pas là aujourd'hui, mais on a l'adjoint, c'est ça, Djibril. Djibril, pourquoi tu as tenu à être adjoint? Parce que le conseil municipal des jeunes, c'est un moyen de faire entendre les jeunes au sein de la ville et faire comprendre qu'il n'y a pas que les adultes qui sont en capacité de monter des projets pour la ville. Et une fois qu'on a des idées, des projets, on en parle comment aux autres jeunes à Grande-Synthe? Par le biais de la récréation, c'est le meilleur moyen de communication. Ça ressemble à quoi, la ville de demain, la ville de tes rêves, Djibril? Je pense qu'aujourd'hui, Grande-Synthe a fait une grande avancée comparé à avant. Quand on regarde Grande-Synthe s'est modernisée, a commencé à comprendre beaucoup de choses au niveau écologique, au niveau humanitaire, etc. Aujourd'hui, Grande-Synthe, c'est la ville de mes rêves. Voilà. Tu as quel âge, Djibril? J'ai 12 ans. 12 ans. C'est un discours... non, mais ça épate, là, comme ça, tout de suite. C'est assez fou. Vous avez du souci à vous faire, là. Non, c'est pas du souci. Moi, je suis très heureux de voir... je rigole, évidemment. C'est assez incroyable. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vous entendez, monsieur le maire? Écoutez, moi, qu'est-ce que vous voulez que je dise de mieux que ce que vient de dire Djibril à l'instant? Et je pense qu'il a bien compris et que les jeunes du conseil municipal ont bien compris
la place qu'ils devaient prendre. C'est pas qu'on leur donne, c'est qu'ils doivent prendre eux-mêmes et faire valoir leur droit d'expression. C'est ce qu'on a voulu faire et ils s'emparent complètement de cela. Donc former les jeunes et les habitants, ça marche. Et on va pouvoir le constater tout de suite avec Carole qui a créé une association qui s'appelle La Forêt qui se mange. Au revoir. À bientôt. Carole, bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va bien. Mais c'est absolument incroyable cet endroit, en plein milieu du béton d'un côté et l'autoroute de l'autre. Mais donc c'est Monsieur le maire qui vous a donné les terrains en fait. Alors j'ai rencontré Monsieur le maire lors d'une réunion. Je suis allée le voir en lui disant voilà Monsieur le maire, je voudrais créer une forêt alimentaire à Grande-Synthe. On est quand même sur un terrain qui fait 5300 mètres carrés. Et on est ici situé dans la ceinture boisée de Grande-Synthe. Donc l'idée, c'était d'avoir une continuité dans la ceinture boisée et d'avoir un endroit où tout ce qu'on peut trouver ici à la forêt, ça se mange. Donc pour ça que ça s'appelle la forêt qui se mange. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire du coup? Alors là, je suis en train de semer des noyaux de mirabellier. Je peux vous aider peut-être? Oui, pourquoi pas. Donc l'idée, c'est de mettre un petit noyau dans les petites rigoles que j'ai faites. Donc celle-là, j'ai commencé, je vais la terminer, donc dans la rangée, et à peu près un noyau tous les 10 cm. Et tous les habitants du quartier, y participent? Alors, nous, on est une association, donc on fonctionne avec des adhérents. Donc, on a des ateliers qui fonctionnent pour nos adhérents, mais on fait régulièrement des portes ouvertes à tout le monde, les gens, j'imagine, pour justement sensibiliser les gens du quartier à nos actions. Et comme vous avez dit, de l'autre côté, c'est du béton. Donc, j'aimerais bien que les gens qui soient dans le béton, qui n'ont pas accès à un jardin, viennent ici apprendre à faire pousser des légumes dans à peu près tout et n'importe quoi. Pour une cotisation de 6 € par an, les adhérents peuvent bénéficier gratuitement des plantations de la forêt qui se mange. On va aller les voir d'ailleurs, tous les gens qui travaillent sur les ateliers. Mais tout de suite, on va faire un petit tour du côté de Rodez, où une commune a développé son application. Elle permet aux habitants de recevoir les toutes dernières infos de la mairie sur leur smartphone. Pour être au courant de tout dans les villages, avant, il y avait ceci. Désormais, il y a ça. Castelnau-Péguerolles, 350 habitants, commune connectée depuis le début de l'été. Toutes les informations de la mairie passent par l'application Panneau Pocket. Le principe, transmettre depuis le bureau du maire une alerte ou un message au plus grand nombre via les smartphones des habitants. Oui, ça dure. Cet après-midi, il est annoncé des orages, donc on crée alerte météo. En quelques clics, un bip et le tour est joué. Véritable révolution dans cette commune, divisée en 3 hameaux éparpillés sur plus de 50 km. Ici, pas toujours simple de faire passer l'info. Tous les gens, toutes personnes du village ou de la commune ne passent pas devant un panneau d'affichage. Dans la campagne, c'est pas possible. Et donc là, c'est carrément le panneau d'affichage qui vient sur le smartphone ou la tablette. Et ça, c'est quand même un gros progrès. Convaincus ou pas, pour l'heure, les habitants se montrent plutôt curieux. Au début, je ne connaissais pas du tout et donc je m'en sers tous les jours. Enfin, tous les jours, quand j'en ai besoin, très régulièrement. Il y a beaucoup de maires qui font rien. Le nôtre, il nous a fait rentrer dans l'ère du numérique et parce qu'avant, Castelnau, c'était le bout du monde. Castelnau branché, une réalité grâce à Panneau Pocket. En un an, l'application a déjà séduit près d'une dizaine de communes sur le département de l'Aveyron. Prenez par le bout, vous devez tromper dedans. Et lui, il est trop bon. De retour à Grande-Synthe, dans la forêt qui se mange. On est en plein atelier. Carole, qu'est-ce qu'on fait ici? Alors là, en fait, les enfants sont en train de faire un atelier de boules de graisse pour les oiseaux, pour qu'ils puissent avoir de la nourriture pendant l'hiver. J'adore. En fait, déjà, c'est beau. Les enfants s'éclatent. Et puis, mais c'est pas que pour les enfants, les ateliers. C'est intergénérationnel, c'est ça? Oui, non, mais tout à fait. Là, c'est parce
qu'on a beaucoup d'enfants autour de la table, mais les ateliers qu'on fait à la Forêt qui se mange, c'est de 1 ou 2 ans à 90 ans. Et vous deux, vous êtes adhérents. C'est ça, oui. Laurent et Théo. Depuis combien de temps, Laurent? Alors ça va faire depuis le début de la Forêt qui se mange, donc ça fait 1 an et demi, c'est ça, à peu près? Pas loin de 2 ans même. Qu'est-ce que vous plaît dans le projet en fait? Il y a pas mal d'échanges autour notamment des thématiques de biodiversité, mais aussi d'alimentation, parce qu'il ne faut pas oublier que la Forêt qui se mange, c'est vraiment aussi quelque chose à but alimentaire. On est dans des quartiers populaires aussi, et on considère que l'alimentation doit être accessible à tous et pour tous. Et donc cette démarche-là permet aux gens de non seulement se rencontrer, et aussi de pouvoir avoir accès à de la nourriture de bonne qualité à proximité. On a l'impression, de toute façon, on ne peut pas le faire partout. C'est vraiment un énorme cadeau qui vous est donné. C'est vrai que Grande-Synthe, c'est quand même une ville à part. On est très sur la biodiversité, on a beaucoup d'industries, on ne sait pas ce que ça va donner dans l'avenir. Donc il faut vraiment se tourner vers la transition et trouver d'autres moyens d'accéder à une meilleure alimentation. Je vous laisse continuer l'atelier. Est-ce que vous connaissez la maison du troc? Oui, en fait, c'est Troc Éco, la maison des échanges à Grande-Synthe, et je suis adhérente de Troc Éco. Aussi, tout le monde se connaît ici? À Grande-Synthe, oui, c'est un petit cercle. Il y a plein de choses bien à Grande-Synthe, donc il faut en profiter. J'y vais parce que j'ai rendez-vous avec Catherine. Bonjour à Catherine. Merci. Alors. Merci Laurent, Théo et les enfants. Au revoir tout le monde. Au revoir. Ça, c'est la boîte magique. Bonjour. Alors, on est à Troc & Co. Qu'est-ce que c'est cet endroit? Alors, Troc Éco, c'est déjà un lieu de vie où donc beaucoup de personnes, de Grande-Synthe, mais aussi de toutes parts, viennent pour donc partager des savoirs, des savoir-faire. Comment ça marche le système? Alors, le système, en fait, c'est tout simple. Il n'y a pas d'argent, c'est du temps. Donc, la valeur temps a été définie en centinas. Centinas, c'est quoi? Centinas, c'est l'ancien nom de Grande-Synthe, donc au Moyen-Âge. Ah, centinas, c'est bien joué. Voilà. Donc, du coup, l'idée, c'est de donner de son temps en centinas. Donc, 1 minute, ça vaut 1 centinas. Donc, quand les personnes entre eux s'arrangent pour un service, donc on dit, par exemple, aujourd'hui, je vais t'aider pour faire ton jardin. Donc, on définit donc, la durée. 2 heures. 2 heures, par exemple. Donc, ça sera 120 centinas. Crédité pour celui qui donne le service et débité pour celui qui reçoit le service, tout simplement. Est-ce qu'on peut dire que c'est une économie gratuite? Oui, complètement. Gratuite et solidaire. Par exemple, aujourd'hui, vous avez donc Marcel qui va animer donc l'atelier cuisine. Donc, elle va pouvoir créditer sur son compteur temps. Donc, 2 heures d'atelier ici, donc 120 centinas. On va aller voir l'atelier de cuisine dans un instant, mais tout de suite, la solidarité existe aussi ailleurs. Nous partons maintenant dans un petit village en Alsace où les habitants se mobilisent depuis pas mal de temps maintenant, quelques mois, pour recréer le centre du village. Ils ont fabriqué un four à pain, un jardin potager, et pour ça, tout le monde a mis la main à la pâte. À première vue, Durmenach, c'est un petit village alsacien, paisible, presque trop paisible. Mais si l'on contourne la mairie, surprise, ça s'active. Les habitants se sont tous mobilisés bénévolement pour recréer leur cœur de village. On va mettre à 7. C'est le même angle là? Je crois pas. Essaye voir. Ici, ils ont installé un four à pain et sont en train de finaliser la maisonnette à colombage qui l'abrite. Tout le monde met un peu la main à la pâte, il faut le dire. Alors chacun fait un peu sa spécialité, mais je crois que tout le monde est un peu motivé. Tout le monde veut que ça brille, que le village se mette en valeur, quoi. Voilà. Juste à côté est installé un jardin partagé où seront bientôt semées des graines de plantes anciennes et des légumes. Les habitants sont invités à l'entretenir et à se servir. De quoi restaurer la notion du vivre ensemble. Et ça compte beaucoup pour Joseph Willem. Lui est né ici, dans ce quartier qui était autrefois le quartier juif. Pour moi, comment vous expliquer ça? Sa présence, c'est énorme, quoi. Pour moi, c'est par amitié pour les familles juives à l'époque qui nous soutenaient, dans nos malheurs aussi. Une communauté juive installée dans le village depuis le XVe siècle, longtemps majoritaire, mais aujourd'hui disparue.
Leur histoire a ressurgi il y a 4 ans, quand cette maison à l'époque en ruine était vouée à la destruction. Sa sauvegarde a déclenché l'engouement des Durmenacois pour leur patrimoine. On s'est rendu compte que cette maison et tout le quartier ici a été construit par les descendants de la première famille juive qui s'était installée à Durmenac en 1695. À partir de ce moment-là, on a cherché de l'argent. Des subventions publiques et des mécènes privés ont financé à hauteur de 170 000 € ce qui est aujourd'hui la Maison du patrimoine. Et c'est autour de cette bâtisse que les habitants, épaulés par un spécialiste des maisons alsaciennes, ont imaginé la suite. Le four à pain, le jardin et même une halle de marché. Ça sent drôlement bon ici, de retour à Grande-Sainte. On est chez Troc & Co et je participe à un atelier de cuisine avec Marcel. Marcel, ça y est, venez me voir, je vais vous couper quelques instants. Comment ça va? Vous me coupez? Bah oui, couper dans votre action ici, on va dire. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui en cuisine? Une pizza diététique. Une pizza diététique, parce que là, pas trop de gras ici. Voilà, on essaye. On a exclu le gras ici dans l'atelier. On essaye de bien manger. Ok, je vais demander aux copines de venir nous voir aussi. Comment vous vous appelez? Daniel. Alors, donc, vous avez décidé d'acheter gratuitement, avec cette économie gratuite, avec vos Santinas. Donc, un atelier de cuisine avec Marcel. Pourquoi? Alors, je viens quand il y a une recette d'un plat que je ne connais pas. C'est pour apprendre et pour pouvoir aussi le refaire pour la famille, voilà. Et vous offrez de vos services aussi dans d'autres domaines? Quoi, par exemple? Alors, moi, je suis plus spécialisée en couture. Donc, j'anime ici tous les lundis après-midi un atelier qui est couture, tricot, crochet. J'ai beaucoup de Santinas, forcément. Combien? Alors, plus de 4000. 4000. Mais en fait... Ça veut dire que vous avez donné beaucoup de votre temps, oui, en fait. Alors, c'est pas simplement les ateliers, donc je partage, bien sûr, on m'en enlève quand je participe aux ateliers, mais c'est parce que j'ai beaucoup de demandes en couture, tout ce qui est raccommodage, poste de fermeture éclair, un enfant qui a fait un accro, qui a déchiré un vêtement, voilà, donc je fais même un peu de confection, je répare des coussins, voilà. Donc tout ça, je suis monnayée. Mais vous ne dépensez pas beaucoup, du coup? Est-ce que vous avez fait appel à certaines personnes pour des services? Moi, je suis toute seule, je suis veuve, donc tout ce qui est le bricolage, j'en fais un petit peu. Mais nous avons aussi des talents parmi nos adhérentes. Nous avons Jennifer, qui a un CAP de menuiserie. Donc, j'ai voulu changer le parquet de ma chambre, donc j'ai posé un beau parquet chêne et on a passé 2 après-midi ensemble pour une belle réalisation. Et à la maison des échanges, même la nourriture se troque, grâce au frigo solidaire. Parce que, en fait, on a... Alors, comment ça marche? Parce qu'il y a de l'écriture dessus. Alors, le principe du frigo solidaire, c'est tout simplement d'amener des produits que les personnes ne souhaitent plus consommer parce qu'elles ont fait une erreur d'achat ou parce qu'elles partent en congé, donc elles n'ont personne à qui le donner. Très utile. Très utile, voilà. Et ce qui permet d'éviter le gaspillage aussi. Donc, du coup, ce frigo solidaire est là pour les adhérents de Troc & Co. J'allais partir avec. Non, mais je le repose. Donc, décidément, tout se troque ici. On va rester ensemble un tout petit peu après, mais tout de suite, on est parti pour une nouvelle initiative. Nous partons à Metz où une trucothèque vient d'ouvrir ses portes. Le principe est simple. Les habitants du quartier peuvent s'y rendre pour emprunter et récupérer des objets du quotidien, par exemple des jouets, de la vaisselle, bref, des trucs, et le tout gratuitement. Vous avez le droit en fait d'emprunter des objets, d'accord? C'est le but de la trucothèque. Vous pouvez emprunter tout ce qui est contre le mur là-bas. Et tout le reste du magasin, vous pouvez prendre jusqu'à 4 objets. Un appareil à raclette, de la vaisselle, des cartables, quelques bibelots. Voici ce qu'on a trouvé dans la trucothèque cet après-midi-là. Autant d'objets donnés par des particuliers qui vont pouvoir être utilisés par d'autres personnes sous forme de prêt ou de don. Depuis son inauguration cet été, le bouche à oreille commence à fonctionner dans le quartier de Metz-Bellecroix. C'est ma copine qui m'avait parlé d'ici. Ça vous plaît pour l'instant? Oui, ça me plaît parce qu'il a eu un vélo, il n'avait pas le vélo, il est trop content. Merci. Le principe est génial, enfin, principe de choses récupérées et ensuite dont on peut récupérer gratuitement, voilà, c'est très bien.
Une dizaine de bénévoles assurent les permanences de cette trucothèque, où une centaine d'objets changent de main à chaque ouverture. Ici, pas d'argent, car l'idée de l'association motrice, à l'origine du projet, c'est de privilégier l'échange et le service. Créer du lien social et permettre aux personnes qui en ont besoin de pouvoir bénéficier d'objets, d'outils, d'équipements sportifs. Le but étant de sensibiliser au partage et non à la surconsommation que l'on connaît dans notre société actuelle. Cette trucothèque, ouverte 2 fois par semaine les mercredis et samedis après-midi, a été volontairement installée au pied d'un immeuble du quartier, pour être le plus proche possible des habitants. De retour chez Troc & Co avec Catherine. On vient de voir avec un atelier de cuisine qu'on peut troquer nos savoir-faire, mais on peut aussi troquer des objets. Comment ça marche? Oui, tout à fait. Donc ici, en fait, les adhérents peuvent ramener donc, tout type d'objet. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Alors en fait, on dépose un objet contre un autre. Donc l'idée, c'est voilà, vous ramenez de la vaisselle, vous pouvez prendre autre chose à la place. Il n'y a pas de valeur. Il n'y a pas de valeur sur les objets, en fait. C'est vraiment troquer pour éviter, justement, de jeter, de donner une deuxième vie à l'objet et faire profiter, justement, quelqu'un qui en a besoin. Toujours ce lien de solidarité qui est toujours présent. Écoutez, moi, j'ai pris un petit savon de Marseille parce que vous avez un accent du sud de la France qui chante. Merci. Et je vais le laisser ici. C'est je ne vais pas prendre quelque chose parce que je ne suis pas adhérente. Merci beaucoup, Catherine. Merci à vous. Si vous aussi, vous avez une initiative et vous avez envie de le partager avec nous, rendez-vous sur les réseaux sociaux. Moi, je vous dis à vous, à la semaine prochaine et à vous tous, à bientôt. Ciao, ciao. Au revoir.